Bon, combien il nous reste de temps, s'il vous plaît? 10 minutes? Vous n'êtes pas gentil. Je vais vous garder 20 minutes. Je suis désolé. Vous partez quand vous voulez. Partez quand vous voulez. Partez quand vous voulez. Arrêtez de me commenter. Où est-ce que je m'étais arrêté à quelques instants là avant d'avoir cette. Oui, oui. Alors, je vais. Donc, je voulais que cette explication soit enregistrée parce que j'ai pas envie de la répéter à chaque fois. Donc, une distinction, cette idée de ex ante ex post, elle est très courante en économie, surtout en macroéconomie, et vous essayez de la comprendre à partir de la notion d'équilibre. Vous avez bien vu tout à l'heure, quand je parlais des équations fondamentales, on parlait beaucoup, on traitait d'équilibre. L'offre globale, quand elle est égale à la demande globale, on dit que l'économie est en équilibre. Et alors, on a l'équation troisième qui est égale à S, ou I moins S égale T moins G, ou I moins S égale T moins G plus X moins M. Vous avez compris tout ça? Très bien. Donc, la notion d'ex ante ex post, c'est une notion qui concerne, pour ce que je vais expliquer, l'équilibre. L'équilibre, vous devez le comprendre pour les économistes comme étant quelque chose qui peut être un équilibre théorique avant que les choses ne se produisent, avant que les marchés ou l'économie ne commencent à fonctionner au premier instant de la période. Supposons que c'est l'année 2022 qui va commencer dans quelques jours, n'est-ce pas? Vous avez des instituts, suivez bien, vous avez des instituts, je vous ai parlé de l'OFC, non, l'OFCE, non, comment il s'appelle? Non, l'organisme français de conjoncture économique, l'OFCE, voilà. L'OFCE est un organisme parmi d'autres qui s'occupe de la conjoncture, donc de la macroéconomie. Il est en train de travailler aujourd'hui sur quels seront les équilibres économiques ou macroéconomiques de la France pour 2022, n'est-ce pas? Donc, il est en train de traiter des équilibres avant que l'année 22 ne commence. Donc, on est en train de réfléchir théoriquement sur les équilibres ex ante. Quelles sont les conditions de cet équilibre pour que se réalise? Et s'il se réalise, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qu'il faut mobiliser comme ressources, etc. On traite des équilibres ex ante. On a besoin de théorie, on a besoin des observations des années passées. Tout ça, c'est le travail de la macroéconomie conjoncturelle dans sa section prospective. Qu'est-ce qui va arriver demain? D'accord? Et les équilibres qu'on obtient sont des équilibres ex ante. Ils n'arriveront jamais. Ils ne se réaliseront jamais. Et ensuite, je finis. Et ensuite, en 2023, sortiront les chiffres, les statistiques de 2022, n'est-ce pas? Et là, on va avoir les équilibres de l'économie française, les équilibres macroéconomiques tels qu'ils se sont réalisés. Et là, on obtiendra une égalité entre les ressources et les emplois, entre I et S, entre I moins S et T moins G, X moins M. Tout ça, on va l'obtenir. On va obtenir les véritables réalisations qui ne sont jamais les mêmes que ceux qu'on a prévus dans les équilibres ex ante. Mais ces équilibres ex post chiffrés, qui sont des observations données par l'INSEE, on les appelle des équilibres, des réalisations. Et ils seront toujours observés parce que ce sont des relations comptables.
comprenez bien cette idée de qu'est-ce que des équilibres comptables. Je vais donner un exemple pour illustrer cette idée. Un exemple par lequel vous allez comprendre concrètement la distinction entre les deux. On va imaginer un boulanger chez qui vous achetez le matin votre croissant ou à midi votre sandwich. Ce boulanger, qu'est-ce qu'il fait chaque veille pour le lendemain? Il prépare quoi? Il prépare une certaine quantité de pâtes pour faire une certaine quantité de pâtisserie et de pain et de croissants, de viennoiserie, et il va les exposer le jour en question, donc le lendemain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa tête? Il a fait un plan, non? Et il a prévu un certain équilibre de ses ressources et de ses emplois, n'est-ce pas? C'est quoi ces ressources? C'est le travail, la farine qu'il a mobilisée, les matières premières, n'est-ce pas, l'énergie, tout ce qu'il faut. Et il prévoit une certaine chalandise, une certaine affluence dans sa boulangerie, n'est-ce pas? Vous savez très bien qu'à la fin de la journée, il finira certainement, ou pour avoir un short, il y a certains clients qui ne vont pas trouver certaines choses qu'ils ont demandées. C'est qu'il a mal prévu, n'est-ce pas? OK. Et il peut avoir aussi du pain ou des croissants qu'il ne pourra pas vendre parce qu'à la fin, il n'y a pas eu assez de chaland. Il va en faire, peut-être, il va les offrir ou il va les jeter, n'est-ce pas? Ou il va les recycler. D'accord? Donc, son équilibre ex ante, il ne sera jamais réalisé parfaitement. On est bien d'accord? Mais dans sa tête, il a un modèle de comment il doit prévoir ses productions, n'est-ce pas? Mais à la fin de la journée, il a un équilibre parfait entre ses ressources et ses emplois. L'ensemble des entrées est égal exactement à l'ensemble de sorties d'argent dans sa caisse. Pourquoi c'est toujours égal, les ressources et les emplois, quand on les compte de manière chiffrée, de façon comptable? Pourquoi l'égalité est toujours là, vérifiée tout le temps? Donc, ex post, il y aura toujours un équilibre. Pourquoi, d'après vous? Il y a une variable dont il faut tenir compte et vous allez voir qu'on va la trouver même dans les chiffres de l'INSEE. Oui? Exactement, Antonin, et ces chiffres, ces baguettes qu'il n'a pas vendues ou qui, en économie, on les considère comme étant une variation de stock. Et la variable variation de stock va contenir toutes ces erreurs de prévision. Et à la fin, quand on fait les calculs et on tient compte de ce qu'on a jeté, on va trouver exactement un équilibre entre les offres et les demandes. Parce que c'est un équilibre comptable, c'est un équilibre chiffré. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Il n'y a aucune prévision. Donc, si vous prenez les chiffres de l'INSEE pour la relation première de l'équilibre fondamental du circuit, la première, Y égale C plus I plus G plus X moins M, cette relation-là, l'INSEE, quand il la calcule, il rajoute variation de stock. Ça veut dire que la France, une année quelconque, il y a un certain nombre de voitures qui ont été fabriquées par des constructeurs de voitures et qui n'ont pas été vendues cette année-là. On ne va pas les jeter comme les croissants. Ils vont être vendus l'année suivante. Mais l'année en question, ils sont comptés comme une variation de stock de voitures invendues cette année-là. La même chose pour un immeuble qui n'est pas terminé au 31 décembre, n'est-ce pas? Il fait partie des variations de stock d'immeubles inachevés. Et donc, vous allez trouver comptablement, c'est pour ça que l'INSEE, il n'y a pas de théorie derrière. Je ne permets pas de mettre de la théorie derrière. Vous allez trouver que les équilibres ex post sont toujours vérifiés. Pourquoi? Parce qu'on fait intervenir la statistique variation de stock de tout ce qui n'a pas pu être écoulé, acheté comme vente finale. N'est-ce pas? Il va compter même s'il n'a pas été vendu. C'est en état d'achèvement.
C'est pour ça que ex ante, on a un équilibre théorique. C'est celui-là qui est le plus important, parce que c'est là-dessus que se construisent les projections, que se construisent les stratégies économiques du pays. C'est là-dessus qu'on a besoin de théorie. Alors que vous pouvez dire tout simplement que l'équilibre ex ante, c'est le travail de l'OFCE, et l'équilibre ex post, c'est le travail de qui? De l'INSEE. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, ces deux notions sont très importantes. Et quelquefois, en lisant dans les livres, on ne répète pas de manière explicite qu'on est en train de parler de l'équilibre ex post ou de l'équilibre ex ante. On ne le dit pas explicitement. Et ça peut être une source d'incompréhension pour vous. OK, je vais arrêter la vidéo là et j'espère que vous la verrez plus tard pour vous. Est-ce que vous avez une question sur cette question?